Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 25 juillet, je vous propose de revenir tout d'abord sur les résultats des élections au Cambodge et sur la prochaine succession du Premier ministre Hun Sen. Nous irons ensuite en Thaïlande pour évoquer également la phase post-élection, puisque le candidat du parti qui a remporté les élections a une fois de plus échoué à obtenir le soutien des sénateurs. Japon ensuite, où les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima devraient commencer à être déversées dans l'océan d'ici quelques semaines, un plan qui inquiète les pays voisins ainsi que, en particulier, les secteurs locaux de la pêche et du tourisme. Et enfin, nous irons en Indonésie, où les associations ont récemment salué l'interdiction de la vente de viande de chiens et de chats dans un grand marché traditionnel de la province du nord de Sulawesi, où les conditions d'abattage particulièrement cruelles faisaient l'objet d'une campagne depuis plusieurs années. Le Parti du peuple cambodgien, au pouvoir depuis la chute du régime des Khmers rouges en 1979, a une nouvelle fois remporté les élections lors du scrutin de dimanche. Notons que le parti détient actuellement la totalité des 125 sièges de l'Assemblée nationale du pays. Si les résultats officiels ne devraient être annoncés qu'entre le 9 août et le 4 septembre, les résultats préliminaires annoncés dimanche soir sur Telegram par le Premier ministre donnaient 120 sièges au Parti du peuple cambodgien et 5 sièges au Funchipek, parti royaliste. Des élections sans véritables rivaux, puisque le principal parti d'opposition, le Candlelight Party, a été disqualifié le 25 mai dernier sur ordre de la Cour suprême, qui a déclaré que le parti n'avait pas fourni la version originale du document d'inscription au scrutin. Une disqualification qui rappelle l'interdiction en 2017 du Parti national du sauvetage du Cambodge, autre grand parti d'opposition dont la plupart des cadres sont aujourd'hui en prison ou en exil à l'étranger, tout en faisant l'objet de poursuites judiciaires, à l'image de Sam Rainsy ou encore Kem Sokha. Le régime avait tout de même créé une illusion de pluralisme en autorisant 17 autres partis à participer à l'élection, et en effet, le Premier ministre Hun Sen a créé en 2018 une commission consultative suprême où ont ensuite été nommés plusieurs leaders de petits partis d'opposition qui ont ensuite cessé de critiquer le gouvernement ou ont tout simplement considérablement baissé le ton de ces critiques, à l'image par exemple du parti Dharamkrasi, du Cambodian Youth Party, du Cambodian Nationality Party ou encore du Cambodian Indigenous People's Democracy Party. Par ailleurs, le parti avait nommé Hun Manet, fils de Hun Sen, aujourd'hui âgé de 45 ans, comme candidat à l'Assemblée nationale pour la circonscription de Phnom Penh. Ce dernier a renoncé à son poste de vice-commandant en chef des forces armées cambodgiennes pour faire campagne. On sait déjà depuis 2021 que c'est Hun Manet qui succédera à son père à la tête du gouvernement cambodgien. Mais la semaine qui a précédé le scrutin, Hun Sen a déclaré à Phoenix TV, une chaîne de télévision chinoise, que son fils pourrait devenir le nouveau Premier ministre d'ici à 3 semaines après les élections. Une annonce qui a surpris puisque la plupart des observateurs estimaient que la succession n'aurait pas lieu avant 2028. Hun Sen prépare l'arrivée au pouvoir de son fils depuis plusieurs années, l'envoyant dans des missions diplomatiques à l'étranger et l'accompagnant pour certaines visites d'État importantes, comme par exemple lors de la visite d'État en Chine en février 2023, où le Premier ministre et son fils ont rencontré le président chinois Xi Jinping et son Premier ministre Li Keqiang. L'ONG Human Rights Watch a déclaré que le scrutin n'avait rien à voir avec un véritable processus démocratique depuis la disqualification du principal parti d'opposition, tout en dénonçant le harcèlement et les arrestations arbitraires de membres et de militants du Candlelight Party en amont des élections. 2 mois après sa victoire aux élections législatives thaïlandaises, le chef du parti Move Forward, Pita Limjaroenrat, a une fois de plus échoué mercredi dernier à obtenir une majorité de soutien au Sénat pour assurer sa nomination au poste de Premier ministre. Le parti Move Forward, à la tête d'une coalition pro-démocratie composée de 8 partis au total, dont le Pheu-Thai, a remporté le plus grand nombre de sièges, mais a encore une fois échoué à obtenir la nomination de son candidat au poste de Premier ministre, qui doit faire l'objet d'un vote au Parlement avec un Sénat acquis au pouvoir d'origine militaire depuis une réforme de la Constitution.
Les sénateurs sont restés très opposés à la candidature de Pita Limjaroenrat, qui a déclaré vouloir chasser les militaires du pouvoir, démanteler les monopoles et amender l'article 112 du code pénal thaïlandais avec son crime de lèse-majesté, que le gouvernement au pouvoir a utilisé à plusieurs reprises pour écarter des opposants politiques. Pita a aussi perdu, le matin même du vote du Parlement, son siège de député suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui a jugé que ce dernier avait violé les lois électorales en possédant des parts dans une entreprise de médias, ce que Pita continue de démentir. Pita, qui avait déclaré qu'il s'effacerait devant un candidat issu du Pheu-Thai s'il échouait une nouvelle fois à être nommé mercredi, s'est donc retiré de la course et le parti Move Forward a une nouvelle fois déclaré vendredi qu'il soutiendrait le candidat du Pheu-Thai en vue du nouveau vote au Parlement qui doit avoir lieu jeudi. Le nom du candidat du Pheu-Thai n'a pas encore été annoncé, mais les précédentes déclarations des cadres du parti laissent penser qu'il s'agira de Srettha Thavisin, magnat de l'immobilier et ex-conseiller des deux anciens présidents Thaksin et Yingluck Shinawatra. Mais l'élection de ce candidat pourrait mettre à mal l'unité de la coalition, ce dernier ayant déclaré il y a une semaine qu'il ne modifierait pas la législation qui concerne le lèse-majesté, une proposition pourtant phare du candidat du Move Forward. Le chef du parti Pheu-Thai, Chornan Srikao, a récemment présenté la stratégie de son parti pour obtenir le soutien du Sénat et a déclaré vouloir se placer en intermédiaire entre le parti Move Forward et les sénateurs afin de trouver un consensus sur la manière de réformer cet article 112 qui comprend le crime de lèse-majesté. 12 ans après le séisme et la catastrophe nucléaire de Fukushima, le Japon s'apprête à débuter sous peu son plan de déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l'océan Pacifique. Le 4 juillet, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a remis au Premier ministre japonais Fumio Kishida le rapport final sur le plan de déversement dans la mer des eaux contaminées de la centrale, des eaux qui seront d'abord traitées mais qui contiendront toujours un niveau très élevé de tritium. La mise en œuvre prochaine du plan intervient alors que les capacités de stockage de l'eau contaminée, qui a servi à refroidir les 3 réacteurs entrés en fusion lors de la catastrophe, auront atteint leur limite début 2024. Le déversement d'environ 1 millier de tonnes d'eau contaminée, qui devrait s'échelonner sur plusieurs dizaines d'années, continue d'inquiéter les pays voisins en particulier, et notamment la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les pays d'Asie du Sud-Est et ceux du Pacifique. Tout comme ces derniers, les secteurs japonais de la pêche et du tourisme sont particulièrement anxieux à l'idée que les eaux contaminent le poisson et les fruits de mer, mais aussi les plages, et ce, malgré plusieurs plans d'aide annoncés par le gouvernement japonais au cours des dernières années visant le secteur de la pêche. Il faut savoir que plusieurs pays ont déjà annoncé des restrictions, à l'image de la Chine et de Hong Kong, qui comptent interdire l'importation de fruits de mer de certaines préfectures ou des poissons et fruits de mer contenant certains niveaux de contamination. Mercredi dernier, le gouvernement japonais a organisé une nouvelle réunion avec des diplomates de 46 pays et régions pour présenter ce plan de déversement des eaux contaminées et l'Agence internationale de l'énergie atomique a promis de surveiller le processus avec une présence sur place et a d'ailleurs installé il y a peu un bureau dans la centrale. Dans la province indonésienne de Sulawesi du Nord, les autorités ont interdit vendredi dernier la vente de viande de chiens et de chats dans le marché de Tomohon, un marché qui faisait l'objet depuis plusieurs années d'une campagne de la part d'associations internationales et locales qui y dénonçaient le mauvais traitement et les conditions inhumaines d'abattage de ces animaux. Les autorités locales ont promis de compenser les vendeurs locaux et de les aider à se reconvertir. Elles ont également justifié la décision en pointant du doigt les conditions de stockage des animaux et la cruauté animale lors de l'abattage, les animaux y étant matraqués à mort et brûlés vifs au chalumeau pour enlever leurs poils avant la découpe. La décision a été saluée par les associations locales et les ONG réunies dans le collectif Dog Meat Free Indonesia, avec parmi ses membres la Human Society International, qui a souligné le risque sanitaire en faisant remarquer que le commerce de la vente de chiens et de chats encourageait le mouvement de grandes quantités d'animaux entre différentes provinces du pays, des animaux dont l'état de santé est inconnu et qui est donc un facteur qui contribue à la propagation de la rage. L'ONG a dénoncé ce commerce depuis plusieurs années, affirmant que des milliers d'animaux de compagnie et d'animaux de rue étaient chaque année capturés pour être ensuite vendus, en expliquant également sur son site internet que si la majorité de la population indonésienne de religion musulmane ne consomme pas de viande de chien,
Cette consommation est traditionnelle au sein d'autres groupes ethniques de Sulawesi du Nord, où la viande de chien peut être considérée par exemple comme un aliment festif que l'on consomme lors des mariages, des baptêmes ou encore à Noël. Certaines personnes attribuent également à cette viande des vertus thérapeutiques et croient que sa consommation peut aider à guérir la dengue, l'asthme ou encore améliorer le système immunitaire. Notons qu'au cours de ces dernières années, plusieurs localités de l'archipel ont limité ou interdit la viande de chien, comme par exemple la métropole de Jakarta en septembre 2022, les villes de Malang et de Semarang en janvier de l'année dernière, ou encore l'île de Bali en 2019. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.